La figure de Philippe Burti en tant que critique d'art, collectionneur et inspecteur des beaux-arts perdure aujourd'hui grâce à l'étude de Gabriel Weisberg comme une personnalité profondément indépendante ayant directement contribué à l'émergence de courants picturaux novateurs comme l'impressionnisme. Son attitude offensive envers l'académisme et l'ordre artistique établi face au soutien qu'il témoigne au renouveau de l'eau forte et des arts décoratifs au travers de ses écrits ont fait de lui une personnalité intellectuelle appréciée pour son sens du combat artistique. L'invention du terme japonisme en 1872 comme titre d'une série d'articles qu'il publie jusqu'en 1874 dans la Renaissance littéraire et artistique contribue à l'établir comme un des promoteurs du goût du Japon dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comme il le définit lui-même, avant tout, ce terme constitue une définition d'un nouveau champ de recherche historique et ethnographique pouvant directement contribuer au renouveau des arts décoratifs français, alors en pleine ébullition intellectuelle. La collection d'art japonais que Burti constitue avec passion pendant près de 30 années, entre 1863 et 1890, s'inscrit dans cet esprit d'apporter un souffle nouveau aux arts décoratifs français. Cette dernière a fait l'objet d'une vente exceptionnelle en mars 1891, mois au cours duquel le chœur de l'hôtel Drouot bâtit au rythme de la collection du critique. Edmond Goncourt, pourtant avare de compliments envers son ami, décrit lui-même l'effervescence qui règne dans la salle des ventes lors de la dispersion des objets d'art. Si cette collection fait sensation lors de son éparpillement, c'est tout simplement parce qu'elle constitue la première vente d'un amateur d'art japonais de la première génération de japonisants. Afin de mieux saisir la démarche intellectuelle de Burti, cet ensemble doit être rapidement caractérisé. Les catalogues de vente rédigés par les deux marchands experts Siegfried Bing et Ernest Leroux nous ont permis d'établir un portrait détaillé du goût du critique à la fin de sa vie. En fait, les catalogues servent de photographie de la collection. Ainsi, le dépouillement des catalogues montre que s'il choisit essentiellement des œuvres japonaises, son goût est particulièrement diversifié, que ce soit en termes de type d'objets collectionnés, de matériaux et de motifs, puisque nous avons pu mettre en évidence pas moins de 111 catégories d'œuvres distinctes. On peut considérer que le collectionneur a réussi à rassembler la plupart des types d'objets vendus alors à Paris et en Europe après la réouverture du Japon. Cette diversité typologique n'est pas propre à la collection de Philippe Burti, elle est présente aussi chez des personnalités comme Goncourt et la plupart des collectionneurs de la première génération d'amateurs. On note cependant l'absence de pièces d'envergure comme des paravents, des armures de samouraï ou du gros mobilier. Il a une véritable appétence pour les toutes petites pièces, comme les boîtes à thé, les inro, les netsuke. Il peut les admirer de près, s'attachant à détailler les motifs et les matériaux dans des carnets aujourd'hui conservés dans les collections du musée d'Henry et que j'ai pu admirer grâce à M. Mokuer à la bibliothèque du musée Guimet. Il se sert notamment des motifs pour étudier les coutumes et les traditions artistiques nippones, ce qui explique notamment pourquoi il préférait faire l'acquisition de livres illustrés plutôt que d'estampes uniques, car c'était vraiment dans un but d'étude. Il arrivait à construire toute sa réflexion autour de ce qu'il voyait dans les œuvres. À la différence d'Émile Guimet ou d'Enrico Cernucci, Burti s'attache moins à étudier le Japon sous un angle ethnographique. Sa collection est véritablement artistique et il s'attache à étudier les nuances de cet art du pays du soleil levant. La passion de Burti pour les gardes de sabre ou tsuba et plus généralement les armes japonaises en réalité est incontestable. Cette catégorie d'œuvres permet aussi d'établir l'étendue chronologique de la collection, avec des pièces à l'époque datées comme créées au XVe siècle, ce qui correspondrait alors à la création du genre. L'aspect encyclopédique de la collection est consolidé par une bibliothèque vendue avec les estampes et les livres illustrés. Cet ensemble, contrairement à la collection, composée d'ouvrages acquis et reçus par Burti, traite de toute l'Asie et de l'Orient. On voit vraiment à travers cette bibliothèque l'étendue de son intérêt pour l'Orient et l'Asie et comment il construit sa connaissance en s'intéressant vraiment au-delà des frontières du Japon.
Donc on y retrouve des publications contemporaines, comme celle de Louis Gons, mais aussi de William Anderson. On trouve aussi quelques publications antérieures au Sakoku, particulièrement les lettres de jésuites italiens publiées au XVIe siècle. Ces ouvrages, comme je le disais, font partie intégrante de sa méthode d'étude, exposée dans le premier article de la série Japonisme. La renommée de la collection de Burti, du vivant du critique, tient notamment au fait que le public a eu l'occasion de l'admirer à plusieurs reprises au cours de ses 30 années d'existence, et qu'il a volontairement mis en valeur ses œuvres afin de promouvoir l'art japonais. Sa participation est avérée pour au moins 5 expositions qui ont fait date dans l'histoire du japonisme. Ces événements scandent le développement de la collection Burti, puisque la première date de 1865, soit 2 années après avoir commencé à acheter de l'art japonais. Une information que nous avons pu obtenir grâce à Bing, qui rappelle l'histoire de cette passion dévorante dans la préface du catalogue de vente des objets d'art, ainsi que grâce aux notes laissées par le critique dans ses carnets de collection. La dernière participation date de 1890, soit quelques mois avant son décès et avant la dispersion de la collection. Si je ne produirais pas aujourd'hui une étude comparée exhaustive de toutes les expositions d'art japonais entre 1853 et 1900, je me pencherai avec plaisir sur les différentes participations du critique afin de pouvoir entamer l'analyse de l'évolution de la collection au fil de ses achats et des différents événements liés à la culture nippone en France. Ainsi, la première participation de Philippe Burti a lieu dans le cadre du musée rétrospectif dont nous avons déjà parlé. La préface du catalogue annonce clairement les objectifs de cette exposition qui a trait à préparer l'exposition de 1867 et contrairement au musée oriental de 1869, ni le Japon ni les arts extrêmes orientaux ne sont particulièrement mis en valeur. Mais Burti, avec d'autres collectionneurs tels que Edmond Tenny et Paul Gano, propose quelques objets. 15 lots répertoriés dans le catalogue sont attribués à Philippe Burti pour un total de 16 objets d'art et 14 gravures ou livres illustrés. Le manque d'informations ne nous permet pas de définir exactement quelles sont les pièces. On citera notamment 2 vases en forme de gargoulette à 11 prises et branches en demi-relief de couvertes marron originaires du Japon. 2 tasses avec leur soucoupe en émail chinois datées du XVIIe siècle. Bien entendu, comme je vous le disais, les références citées sont celles définies par les contemporains et il n'est pas possible de vérifier ces attributions sans les pièces. Le lot 6055, composé de 6 albums japonais aux thématiques variées, allant de la scène de la vie privée aux dessins de fleurs et d'oiseaux, témoigne de l'intérêt précoce de Burti, avec d'autres, pour l'art de l'estampe nippone. L'absence d'une notice plus détaillée ne permet pas d'envisager une analyse esthétique de cette présentation. Néanmoins, on constate qu'au travers de ce petit exemple de pièce, que l'esprit de la collection que Burti va donner est encore en définition. Les œuvres présentées par le collectionneur en 1865 sont essentiellement en céramique et en porcelaine, alors que les catalogues de vente et plusieurs articles postérieurs montrent l'appétence de Burti pour les métaux ainsi que les objets laqués. De même, les origines des pièces sont plus diverses que ce que l'on peut relever à partir des catalogues de vente et des carnets de collection, qui, hormis le Japon, ne font référence qu'à des œuvres chinoises et coréennes. On peut supposer qu'une partie des œuvres présentées au sein du musée rétrospectif proviennent en réalité de l'héritage familial de Burti. Comme le souligne Nicole Marie de Chaviland, Burti a grandi au milieu des objets et des soirées ramenés d'Orient par ses aïeuls, entreposés dans la boutique de mode très courue de son père, lui créant ainsi une sensibilité esthétique pour ses pièces extra-européennes. Si l'ensemble d'art asiatique est encore au stade embryonnaire 2 ans après le début de sa collection, on peut souligner que sa participation aux expositions et celles qui suivent illustrent déjà une volonté de présenter au public des œuvres aux formes et aux motifs nouveaux. Un véritable basculement s'exerce
avec l'exposition universelle de 1867. Le statut et le regard du Japon changent aux yeux du public. Son art n'est plus seulement admiré par un petit groupe d'amateurs et d'artisans qui fréquentent les boutiques de thé et les galeries comme celle de Madame Tessois. Burti a directement contribué à la promotion de l'art japonais grâce à ses articles et déjà en 1867, il est reconnu comme l'un des premiers collectionneurs grâce à l'article de Zacharias Truc publié dans l'Étendard le 26 mai 1868. Sa participation au musée oriental de 1869, toujours organisé par l'Union centrale, vient confirmer ce statut de collectionneur zélé. C'est aussi l'année où les premières boutiques spécialisées s'ajoutent au rang des exposants d'art japonais, particulièrement spécialisés dans les arts asiatiques. Et c'est une période où tout cet art bénéficie d'une véritable attention. Le relevé des œuvres annoncées au catalogue montre que le goût du critique s'est affiné, d'autant que les identifications des œuvres exposées se font plus précises. Excusez-moi, j'ai perdu ma feuille. Alors, voilà, se font plus précises. Sur les 2875 lots du catalogue, 49 sont attribués à Burti pour un total de 69 œuvres. Ce qui en fait un collectionneur important, sans pour autant être l'un des principaux prêteurs de cette exposition. D'après le catalogue, ces objets sont répartis entre 8 catégories d'objets différentes. Tout d'abord, la sculpture et les matières dures. Les bronzes, que ce soit la Chine ou le Japon, au sein de laquelle ils prêtent notamment 9 brûle-parfums différents. On y ajoute des vases et des bijoux classés en mélange divers et des émaux précieux, ainsi que des œuvres de la Chine et du Japon, issues de la famille des chrysanthémopaoniennes, définies par Jacquemart dans son ouvrage. Une catégorie dans laquelle il expose déjà lors de l'exposition précédente. Pour finir, il présente aussi des porcelaines de la famille verte et des porcelaines de la famille rose de Chine, mais pas du Japon. Il a aussi des grès de Satsuma, comme c'est fréquent, ainsi qu'une tasse décorée de palmettes et de rinceaux, au pied en bois de fer, qui est classée dans la catégorie porcelaine exceptionnelle. Je n'ai pas réussi à trouver de définition véritablement exacte de ce que veut dire porcelaine exceptionnelle. Je suis ouverte aux propositions. Toutefois, il existe un véritable décalage entre le guide du visiteur et ce que le catalogue annonce à l'exposition. Comme vous pouvez le constater grâce à la citation issue du guide du visiteur. Cela s'explique par le fait que les exposants pouvaient ajouter, juste avant l'ouverture de l'exposition, des œuvres et que le catalogue n'était pas nécessairement fixé à l'avance. L'association de ces deux sources permet de constater que déjà en 1869, soit 6 années après avoir entamé sa collection, le critique possède un ensemble artistique emprunté de diversité qui reste cependant presque exclusivement japonais. Il semble donc avoir établi les principes directeurs de sa collection à la fin des années 1860. Les garde-sabres ne sont pas encore cités comme une spécialité du critique, mais l'analyse des carnets a montré que le collectionneur en a acheté pour une large majorité dans les années 1870 et 1880. Chacune de ces différentes participations offre un regard neuf sur cette collection et permet ainsi d'enrichir une étude du goût du critique. Son choix d'œuvres pour l'expo de 1878 semble répondre au même principe que l'exposition de 1869. L'absence d'un catalogue détaillant les objets présentés par les amateurs d'art français japonais. Alors, grâce à l'intervention de notre premier intervenant, j'ai pu découvrir avec plaisir les archives de Maeda aux Archives nationales que j'irai consulter dès que possible. Donc, ça change un peu mon analyse, mais en tout cas, je n'avais pas de liste exacte de ce qu'a pu présenter Burti. Néanmoins, les articles de l'époque détaillent relativement bien ce qui était présenté et nous permettent ainsi d'avoir une première approche. Il y a tout de même quelque chose à souligner, c'est la critique que fait Ernest Chénaud dans la Gazette des Beaux-Arts en 1878, où il parle véritablement de dilettantisme.
ce qui finalement a dû sans doute infléchir la manière dont Burti pense sa collection ainsi que le discours qu'il construit autour, puisqu'il fait partie des personnalités qui refusent cette idée d'un dilettantisme, d'un amateurisme. Il veut vraiment se positionner comme une personnalité savante sur le Japon qui a construit un véritable discours didactique. C'est donc dans ce contexte qu'il est intéressant d'établir un parallèle entre les pratiques d'amateurs de Burti et de Louis Gonze, son ami et ancien collègue à la Gazette des Beaux-Arts. Les deux hommes sont propriétaires d'une collection dite diversifiée selon le terme de François Gonze, qui offre une thèse magnifique sur son aïeul. Et les deux hommes ont tous les deux participé à l'élaboration du discours historique sur l'art japonais. D'après la thèse qui lui est consacrée, Gonze commence à collectionner sous l'impulsion de Burti. Il participe donc un petit peu plus tardivement que le critique aux différents événements liés au Japon, mais son statut de rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts lui donne les ressources nécessaires pour mettre sur pied en 1883 une exposition rétrospective consacrée à l'art japonais à la galerie Georges Petit, située rue de Sèvres, pour le compte de l'Union centrale. 26 collections sont mises en lumière. Burti est rejoint par plusieurs de ses amis, son gendre, l'industriel américano-lumoujo Charles-Édouard Haviland, l'amateur de peigne nippon Théodore Duré, le peintre Giuseppe de Nittis et le poète José Maria de Heredia. Toutes ces personnalités font partie de la correspondance que j'ai eu le plaisir d'étudier et qui est notamment conservée à la Bibliothèque centrale des musées nationaux. De nouveau, des galeries d'art spécialisées sont invitées à présenter des œuvres. On citera par exemple le célèbre marchand de la rue Chauchat, Siegfried Bing, et la compagnie Kiryu Kosho Kaisha. Burti expose 350 objets, ce qui est largement supérieur au prix effectué lors des présentations antérieures. Le désir de mettre en valeur ces précieux objets est tel qu'il demande dans une lettre à son ami organisateur de lui accorder une vitrine supplémentaire. On suppose qu'il l'a obtenu. Tous les aspects de sa collection sont présents, particulièrement sa passion pour les tsuba. Plus d'une quarantaine de garde-sabres ont été ainsi exposés, associés à plus de 50 kozuka. On y constate de nouveau le goût de Burti pour les petits objets délicats. L'exposition de 1883 est associée à la publication de l'art japonais quelques mois auparavant et marque le basculement des expositions du cabinet de bric-à-brac, je cite bien sûr, vers des espaces où l'art japonais est mis en valeur autrement que par le prisme de la curiosité. Une idée qui se rapporte à la division en deux périodes proposée par Bernard Franck lors du colloque « Le Japon vu depuis la France, les études japonaises en France » en 1981, concernant les différentes phases d'études de l'art japonais en France, et qui exprime un basculement qui a lieu autour de cette année 1883. Gonze est l'un des acteurs les plus importants de cette inflexion qui ouvre véritablement le champ de la recherche historique sur l'art du Japon. On n'oubliera cependant pas que tout ceci est marqué par un profond ethnocentrisme, qu'il faut attendre le XXe siècle pour que l'art japonais soit véritablement étudié par lui-même en Europe. Contrairement à Goncourt, Bing ou Gonze, Burti n'a jamais pu publier de monographie ou d'ouvrages plus généraux sur les arts japonais. Cependant, il contribue directement à sa compréhension et à l'écriture de son histoire grâce à ses articles dans La Renaissance littéraire et artistique, dont nous avons déjà parlé, la revue Le Japon artistique de Bing, mais aussi par quelques chroniques dans La République française de Gambetta. Son rôle de prêteur se fond dans cette perspective de diffusion de l'esprit esthétique japonais. L'ensemble des commentateurs à son décès reconnaissent sa passion, son savoir et sa volonté profonde de faire connaître cette culture qui a trouvé, selon lui, le charme dans l'irrégulier. Déjà en 1868, dans son émail cloisonné ancien et moderne, il souligne le génie nippon et afin qu'il serve d'exemple pour la création française. La dernière exposition où Burti expose est celle de l'École des Beaux-Arts en avril et en mai 1890 consacrée à l'estampe. Celle-ci est véritablement spécialisée puisqu'elle prétend établir un panorama de l'estampe ukiyo-e du XVIe siècle jusqu'aux années 1880. Cette exposition marque un premier aboutissement du travail d'étude effectué depuis une décennie qui vise à étudier l'art japonais avec un peu plus de rigueur.
Le catalogue rédigé par Bing établit une chronologie. Il se veut précis et réfléchi. Tout d'abord, le détail des lots est accompagné d'un tableau chronologique, d'un historique de l'arrivée des estampes ukiyo-e en Europe et de leur histoire au Japon. La classification par artiste est appuyée par une description rapide des estampes exposées, permettant ainsi, grâce au catalogue, de connaître facilement les caractéristiques propres à chaque graveur. Si Burti est un passionné d'estampes et de gravures, comme le montrent à la fois ses collections asiatiques, mais aussi européennes, il expose peu lors de cette exposition. 4 lots lui sont attribués pour un total de 12 œuvres. Cela tient sans doute au fait qu'il collectionne bien plus les livres illustrés que la gravure en tant qu'œuvre unique. Mais il a participé à l'élaboration de l'exposition, du catalogue et du discours, au même titre que Bing et qu'Edmond Goncourt. Ce dernier, qui détenait pourtant une œuvre précieuse dans sa maison d'Auteuil, n'en a prêté aucune, ce qui tend à illustrer la différence de perspective face à la diffusion de l'art japonais entre le critique et l'écrivain qui opte pour une approche plus décorative. Une démarche qui lui sera d'ailleurs reprochée par Burti en 1881, quand ce dernier signe sa critique de la maison d'un artiste à propos du récent ouvrage d'Edmond Goncourt dans la revue Le Livre. Par ailleurs, les oppositions entre les deux hommes sont particulièrement connues et ils se sont régulièrement disputés à propos de la façon dont on met en valeur l'art japonais, Goncourt choisissant plutôt une perspective décorative. La participation de Burti aux expositions nous permet d'établir les différentes étapes de la construction de la collection, ce qui n'est pas possible avec les catalogues de vente et moins perceptible dans les carnets de collection. De plus, certaines œuvres mentionnées dans les carnets ont été ensuite achetées suite à leur exposition au Trocadéro en 1878. Je terminerai rapidement. Cette perspective de s'investir dans des expositions ne doit pas être considérée comme une initiative unique. Burti, en plus de ses articles, a aussi fait profiter de sa collection à un certain nombre d'artistes, comme c'est le cas avec Félix Buot, dont vous pouvez voir un tout petit extrait de la série Japonisme. Il est toujours ouvert à ce que les artistes viennent admirer ses collections et autant il a reçu énormément de Hayashi Tadamasa en termes de savoir, autant lui-même est ravi de le partager avec d'autres. La preuve de cette posture de promoteur tient aussi à la reconnaissance officielle des autorités japonaises, puisque le critique se voit décoré de l'ordre du Soleil Levant en 1884 et reçoit à cette occasion une médaille et un diplôme. Le Japon se montre ainsi reconnaissant de son investissement dans la mise en valeur de la culture japonaise au travers de ses articles, mais aussi des expositions et de sa collection. Cette reconnaissance est rarement accordée aux ressortissants occidentaux et témoigne de la proximité entretenue par Burti avec les résidents japonais en France. Goncourt indique d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses mémoires les dîners où Burti a pu rencontrer rencontrer chez Burti un artiste ou un voyageur. Pour conclure, la collection de Burti et son étude dans ce cas précis, doivent vraiment être considérées comme une première approche, non seulement de la collection de Burti, mais plus généralement de la façon dont il lutte pour un renouvellement des sources dans les arts décoratifs. En plus d'être critique, il a aussi été inspecteur des beaux-arts et s'est directement impliqué dans cette contribution nouvelle de l'État français dans le renouveau des arts décoratifs en France. Il s'avère que la participation aux expositions a vraiment au départ ce but de promouvoir les arts décoratifs, vient seulement ensuite un goût pour le Japon, mais cela mériterait une autre communication que j'espère faire un jour. Je vous remercie.